Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Laurent Gbagbo veut créer un nouveau parti politique en Côte d'Ivoire suite aux dissensions au sein du Front populaire ivoirien. Le FPI divisé depuis 2015 avec d'un côté un FPI légal dirigé par Pascal Affi-N'Guessan et de l'autre un FPI Gore resté fidèle à l'ancien président. 2 terroristes condamnés à 20 ans de prison au Burkina Faso. Les 2 inculpés étaient jugés pour avoir attaqué en 2018 une école primaire dans le nord du pays. Ce jugement est le premier d'une série de procès ouverts lundi par la Chambre correctionnelle du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes. Et les services postaux à l'ère du numérique ou le déclin du courrier classique au Rwanda, les services postaux restent quand même encore très demandés, vous le verrez. Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, a choisi de créer un nouveau parti face aux querelles de l'égalité autour du FPI. Il a choisi une solution radicale, un signal fort envoyé quant à sa position par rapport au Front populaire ivoirien, son ancien parti qu'il a fondé il y a près de 40 ans. Nathalie Moore. En décidant de créer un nouveau parti politique, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo souhaite renouveler et rajeunir son espace politique. Revenu d'un exil judiciaire de 10 ans, Laurent Gbagbo a trouvé son ancienne formation politique, le Front populaire ivoirien FPI, profondément divisé par des querelles internes. Se distancer de cette identité politique aujourd'hui entachée est l'un des défis majeurs de la création d'un nouveau parti politique pour Laurent Gbagbo. En prenant une telle option, le président Laurent Gbagbo essaie de trouver des éléments de réponse à 3 défis majeurs. 1. Il essaie de se débarrasser du triste et fâcheux bilan des refondateurs. 2. Il espère ratisser large au sein de la population des 16-35 ans qui rêve encore de transformer le monde. 3. Il met fin à la nauséabonde guerre l'opposant à Pascal Affi-N'Guessan. Des observateurs ivoiriens saluent le désir exprimé par Laurent Gbagbo de prendre un nouveau départ. Mais cette nouvelle aventure pourrait se heurter à des obstacles internes à son propre camp. Face à cette réalité, la question d'un renouvellement total de son entourage politique, excluant ses plus fidèles compagnons, se pose. Notons que le champ politique ivoirien devrait connaître un certain basculement au dernier trimestre de l'année 2021. L'on verrait les nouveaux dirigeants de ce nouveau parti politique d'opposition, leur capacité à manœuvrer sur le terrain, à proposer des réformes dont rêvent les marginalisés de l'émergence ivoirienne. À moins que le président Laurent Gbagbo ne nous propose qu'un simple FPI bis. Le retour en politique après 10 ans d'absence de Laurent Gbagbo s'est fait dans la rupture et suscite aujourd'hui moult questionnements. Le divorce est désormais officiel entre lui et son ancien allié Pascal Affi-N'Guessan. Ce dernier, président de l'aile légale du FPI, accuse l'ex-président Laurent Gbagbo d'agir dans le seul intérêt de ses aspirations présidentielles en 2025. Dans le reste de l'actualité, la justice burkinabé a condamné à 20 ans de prison 2 terroristes auteurs de l'attaque du 2 mai 2018 contre l'école primaire de Bafina, localité située dans la région du centre-nord. Ce jugement est le premier d'une série de procès ouverts depuis lundi. Marie-Raphaël Antolo. Le mardi 10 août 2021 au Burkina Faso, 2 djihadistes auteurs d'une attaque en 2018 contre une école du nord du pays ont été condamnés à 20 ans de prison par la justice burkinabé et devront verser 4 millions de francs CFA en termes de dommages et intérêts. Ce jugement, selon les autorités du pays, est le premier d'une série de 10 dossiers liés aux actes de terrorisme dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est une avancée notable dans la répression des actes terroristes dans l'espace sahélien. On se rappelle bien que beaucoup d'États, bien souvent, des terroristes sont appréhendés dans le cadre des opérations militaires, mais rarement vous avez des procès officiels, car bien souvent ces terroristes sont utilisés comme étant des monnaies d'échange dans le cas des prises d'otages. Donc le Burkina Faso vient de donner l'exemple dans une sous-région où de plus en plus les actes terroristes sont encore moins réprimés au plan judiciaire.
Ce procès sur les actes terroristes est une première dans l'histoire du Burkina Faso depuis le début des attentats terroristes dans le pays en 2016. Le Burkina Faso devient ainsi l'un des premiers pays africains à expérimenter un tribunal spécialisé dans la répression des actes de terrorisme. C'est une forme juridictionnelle qui demande beaucoup d'efforts et de compétences à travers la documentation des moyens de preuve, à travers les écoutes satellitaires, à travers les échanges. Donc il faut une juridiction tout à fait spécialisée dans ce cadre-là qui va permettre de renforcer la répression, notamment des attaques tout à fait terroristes. Les deux inculpés d'actes terroristes âgés de 38 et 29 ans sont jugés pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, complicité de terrorisme et destruction volontaire de biens. D'autres dossiers similaires sont en cours de jugement. Au terme des procès, le 13 août 2021, si la culpabilité de ces derniers est établie avec des preuves irréfutables, ils seront jugés à la hauteur de tels crimes. À contrario, ils seront relâchés selon les autorités judiciaires du pays. Les derniers développements militaires laissent craindre une intensification des combats dans le Tigré. Ce mardi, le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les citoyens à rejoindre les forces armées qui combattent depuis novembre 2020 les dissidents du Front de libération du peuple du Tigré. Le combat qui les oppose à l'armée fédérale ont fait des milliers de morts. Joël Ballot. Au vu de l'avancée des rebelles du Tigré en Éthiopie, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lance un appel à la mobilisation générale. Celle-ci consiste à déployer la capacité totale de défense de l'État si les ouvertures humanitaires pour une résolution pacifique du conflit restent sans réciprocité. Aujourd'hui, Abiy Ahmed joue la carte nationale à travers un patriotisme en tant que tel. Il est tout à fait convaincu qu'une médiation internationale, une aide internationale à travers l'appel à des forces armées ou à des troupes, cet appel sera une fin de non-recevoir. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui, il est obligé d'opter pour la carte nationaliste en tant que telle. Car le Tigré, à travers ses officiers et même sa branche politique, reste un passif très amer. La guerre qui se déroule au Tigré depuis presque 9 mois a récemment débordé sur les régions voisines, détruisant la force de frappe de l'armée nationale. Le gouvernement éthiopien est désormais forcé à militariser rapidement une partie de la société. C'est pourquoi Abiy Ahmed exhorte ses jeunes compatriotes à s'enrôler pour aller combattre les forces rebelles du Tigré dans le nord du pays. On comprend mieux l'appel d'Abiy Ahmed au peuple éthiopien dans un contexte où les radicalités entre acteurs au conflit se font profondes, ce qui pourrait plonger l'Éthiopie dans une guerre tribale généralisée au sein de la Corne de l'Afrique. Le cap décisif de la crise ayant été franchi, on s'acheminerait vers une guerre civile générale, puisqu'on envoie les groupes régionaux venir combattre le TPLF et non plus seulement les forces fédérales. L'armée éthiopienne a subi d'importants dégâts depuis le début de cette guerre. Aujourd'hui, recruter des volontaires demeure nécessaire pour enrayer l'avancée des rebelles. La Banque togolaise pour le commerce et l'industrie va passer sous le contrôle d'IB Holdings, détenue par le Burkinabé Mahamadou Bongoungou. La Banque togolaise pour le commerce et l'industrie était jusqu'ici détenue à 100% par l'État togolais. C'est ce mercredi, en Conseil des ministres, que le gouvernement togolais a adopté le projet de décret fixant les modalités et les coûts de la cession. Pour le gouvernement, cette privatisation participera au financement de l'économie nationale. Les services postaux à l'ère de la digitalisation, les volumes postaux diminuent depuis des décennies. En effet, les supports numériques comme les emails, les SMS et autres réseaux sociaux ont largement remplacé les lettres traditionnelles. Mais les services postaux classiques restent néanmoins encore dans la course. Illustration au Rwanda dans ce reportage signé Frater Ndakaisienga. Des boîtes postales, une belle histoire du passé dans l'ère où presque tout se fait en ligne. Beaucoup de jeunes ne savent même pas de quoi il s'agit et plusieurs de ceux qui les ont utilisées pensent qu'elles ne sont plus d'actualité. Mais pour le directeur de l'Office national de la Poste au Rwanda, c'est loin d'être fini et ce pour plusieurs raisons. They're still working because as I say, what is in the
Les boîtes postales sont aujourd'hui d'actualité car ce qu'elles contiennent, ce sont les articles physiques que les gens ne peuvent pas s'envoyer via leur portable. Bien sûr, avec la technologie, les choses sont plus faciles. Par exemple, nous sommes en train de mettre en place un système de boîtes postales électroniques. Avec ça, les courriels des clients seront toujours stockés chez nous, mais il ne sera plus nécessaire aux clients d'avoir des boîtes physiques dans nos enceintes. Still, things will come physically. We'll keep them for you, but you don't need to have a box. Comprendre et adopter les nouvelles technologies, ça a été l'une des plus belles et plus dures décisions à prendre pour les responsables de la Poste nationale rwandaise. La raison principale étant qu'à l'arrivée du numérique, plusieurs services étaient menacés de fermer et beaucoup se voyaient perdre leurs emplois. Mais très vite, le numérique a montré son potentiel et les opportunités d'emploi qu'il offre. Electronic commerce has increased tremendously. What has made that Le commerce électronique a connu une croissance sans précédent ces dernières années dans le pays et cela a été très bénéfique pour nous. Même si les gens font leurs commandes en ligne, ce sont des choses physiques qui doivent être livrées et c'est là qu'on entre en jeu pour la logistique. Depuis que nous avons compris comment profiter des nouvelles technologies, nous avons pu accroître considérablement nos revenus. And that's why we come in, and that's where we are able to generate our resources because that activity is increasing. Selon les données de l'Office national de la Poste, le taux de croissance des revenus a dépassé les 150% pendant les 4 dernières années. C'est aussi l'une des rares institutions publiques au Rwanda qui s'autofinance entièrement. Le Congo-Brazzaville veut ouvrir un tout nouveau parc animalier qui abritera notamment espèces protégées et non protégées. Un projet est sur le point de se concrétiser car ce jeudi, la construction d'un complexe de 400 hectares a fait l'objet d'un protocole d'accord, signature entre le ministère de l'économie forestière et l'association humanitaire d'action multiforme. C'est à une quarantaine de kilomètres de la capitale Brazzaville que le nouveau parc devrait se trouver. Sokoto Abar Halifa, l'écrivain tchadien, maintient toujours son engagement dans les entraves du cœur. Sokoto Abakar Halifa dénonce les injustices qui sont pour l'écrivain responsable des tensions socio-politiques. Reportage Mamat Ramadan. Dans son ouvrage intitulé « Les entraves du cœur », l'écrivain tchadien Sokoto Abakar Halifa prend position contre les tensions sociopolitiques. Sokoto Abakar Halifa dénonce dans cet ouvrage de 84 pages le cycle de violence que connaît son pays et la situation socio-économique précaire des jeunes. Pour lui, l'injustice sociale est le véritable instigateur des soulèvements populaires contre le pouvoir, parfois au prix de la vie. Les entraves du cœur appellent alors vivement à la prise de conscience collective et à l'acceptation de la diversité culturelle pour une paix durable et une cohésion sociale renforcée. Dernièrement, notre cher pays Tchad est pris en otage par une vague de problèmes qui sont vraiment comparables au nombre des étoiles. Donc si j'ai choisi cela, c'est pour me révolter contre toutes les formes d'injustice, afin de contribuer et participer à la transformation d'une société honnête, digne et d'un peuple uni et solidaire, sans l'esprit de vengeance ni l'esprit de la guerre. Paru en juillet 2021 aux éditions Salon des Belles Lettres, Les entraves du cœur pointent également du doigt les atteintes fréquentes aux droits humains dans certaines parties du Tchad. Comme de nombreux écrivains qui l'ont précédé, Sokoto Abakar Halifa se porte en défenseur convaincu d'une cohabitation pacifique et en patriote averti. Dans notre société tchadienne, nous avons vraiment assez de poètes qui ne militent que pour la paix, qui s'opposent du matin au soir à tous les phénomènes qui nous vraiment reculent vers l'état de nature, à l'exemple de notre cher frère poète Lukman, bienvenue Berangoto, Omasale Lukimi, j'en passe des miens. Les entraves du cœur de l'écrivain tchadien Sokoto Abakar Halifa, c'est aussi un militantisme avoué pour la liberté d'expression et le droit des citoyens à manifester pacifiquement leur désapprobation vis-à-vis de leurs dirigeants. Pour lui, la transformation sociale à la base est le seul moyen de construire un peuple honnête et digne pour un Tchad prospère. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.